Bonjour, nous sommes le mercredi 27 juillet 2022 et ce que je vais faire, c'est inhabituel, j'ai jamais fait ça, je vais faire une vidéo pour en annoncer une autre. Pourquoi? Parce que dans la nuit pour nous, dans la nuit donc de mardi à mercredi, est tombé ou sont tombées un grand nombre de nouvelles qui vont toutes dans le même sens du fait que euh, Donald Trump sera poursuivi pour avoir interféré dans le processus de la transition entre un président sortant et un président régulièrement élu qui lui succéderait. Euh, Beaucoup d'informations, une interview par Lester Holt du ministre de la Justice, M. Merrick Garland, un article dans le Washington Post qui explique ce que le ministère de la Justice a fait depuis l'insurrection du 6 janvier pour poursuivre les insurgés, avec bien un grand nombre de détails qui n'étaient pas connus, et un article du New York Times sur les faux électeurs, les faux grands électeurs qui sont intervenus pour essayer de renverser le processus, pour faire croire à l'élection de Trump. Pourquoi je vous annonce cela plutôt que de vous en parler dans le détail? Parce que, vous le savez, depuis 2015, j'ai dû faire, c'est peut-être une centaine, il faudrait que je vérifie le chiffre, peut-être une centaine de vidéos, 2 livres sur Donald Trump. Et quand je faisais mes vidéos, je les faisais voilà, au pied levé. J'avais lu quelques articles, j'avais regardé des émissions à la télé, j'avais regardé peut-être en direct quelque chose, j'avais fait des investigations, je dirais, de mon côté. Et puis je vous faisais une vidéo, et là, ce qui se passait, c'est que parfois je ne retrouvais pas le nom d'une personne dont je voulais parler. Je mélangeais quelquefois des prénoms. Il m'est arrivé de dire 2017 quand j'aurais dû dire 2016. Et là, qu'est-ce que je faisais quand il y avait la retranscription? Quand il y avait la retranscription, là, je vérifiais tout ça. Et vous aviez dans la retranscription quelque chose de beaucoup plus exact que dans la vidéo, faite de manière un peu impromptue. Bien entendu, quand je reprenais une partie de ce matériau pour le mettre dans les 2 volumes qui ont paru de la chute de la météorite Trump, un populiste d'un type inattendu, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça, le premier, et le second s'appelait Haute Trahison, parce qu'il était vraiment axé sur les liens entre Trump et la Russie. Et là, on en reparle des liens entre Trump et la Russie, bien entendu, parce que tout le monde s'intéresse à la Russie en ce moment, y compris les Russes. C'est que dans la fine équipe qui se trouve à la Maison Blanche, et dont l'avocat de la Maison Blanche, M. Cipollone, et quand il voit qu'il y a là un certain nombre de personnes, se demande qui les a fait entrer, parce qu'ils n'ont rien à faire dans la Maison Blanche. Et en particulier, il y a là 3 personnes qui ont des liens directs avec la Russie. Monsieur Giuliani, qui a travaillé pour les intérêts russes à titre privé en Ukraine. Monsieur Mike Flynn, le général, donc on a pu voir assis à côté de monsieur Monsieur Poutine à Moscou dans un dîner officiel, un grand dîner avec beaucoup de monde. Donc il y avait que 2 places à côté de monsieur Poutine, et l'une des places était réservée à monsieur Mike Flynn. Et troisième personne, le président d'une société dont personne n'avait jamais entendu parler, mais dont, quand il s'agit de le décrire et de se demander pourquoi il se trouvait là à la Maison Blanche pour comploter comme sur la possibilité de renverser les élections, ce monsieur qui est donc le président, si j'ai bon souvenir, d'une société qui s'appelle Overstock, son plus grand titre de gloire, c'est qu'il a eu une très longue liaison avec Maria Butina, qui a été arrêtée comme espionne russe aux États-Unis, et a fait partie ensuite d'un échange de prisonniers. Donc des liens véritablement, si pas directs, mais 3 personnes liées
représentant les intérêts russes à la Maison-Blanche le jour où il s'agit de comploter sur la manière dont on peut essayer de torpiller l'élection légitime de Joe Biden à la Maison-Blanche. Alors, qu'est-ce qu'on trouve donc d'être le plus précis dans ce qu'on a pu entendre dans la nuit d'hier à aujourd'hui? Et donc, je vais m'abstenir de vous donner trop de détails pour ne pas faire de bêtises, c'est-à-dire me tromper dans les prénoms et des choses de cet ordre-là. Et si je devais le faire, malgré que ce soit simplement un résumé, je corrigerai tout ça dans la vidéo qui suivra. Interview de M. Merrick Garland, le ministre de la Justice, par Lester Holt, un journaliste de NBC, un grand journaliste. C'est la personne qui présente, je dirais en général, qui présente les grands journaux télévisés. Et là, il interviewe le ministre de la Justice, M. Merrick Garland, sur la chose suivante. Il lui dit nous venons d'assister à 8 séances de présentation par la commission qui enquête sur l'insurrection du 6 janvier 2021. Nous venons d'assister à 8 séances de ce type-là, de la commission, en heure de pointe à la télévision. Est-ce que le ministère de la Justice va agir selon les informations, en fonction des informations qui ont entendu jusque-là? Parce que la question se pose, et c'est la question que beaucoup de commentateurs se posent: que fait le ministère de la Justice pendant que cette commission, qui est une commission parlementaire, apporte toutes ces preuves de l'implication en particulier du l'ex-président Trump dans la sédition, dans son organisation et peut-être même dans son orchestration le jour même? Que fait le ministère de la Justice? Parce qu'on avait jusque-là très peu d'informations sur ce que faisait le ministère de la Justice, et qui faisait soupçonner qu'il faisait peut-être pas grand-chose, qu'il était peut-être à la remorque de cette commission, qu'il avait peut-être décidé de mettre entre parenthèses entièrement des poursuites contre Trump. Et là, de manière non équivoque, dans cet entretien, le ministre de la Justice, Merrick Garland, dit il répète des choses qu'il a déjà dites, bien entendu. Personne n'est au-dessus de la justice, personne ne peut échapper au bras de la justice s'il a commis des crimes, mais il entre davantage dans les détails parce qu'on le cuisine un petit peu, et il le répète à plusieurs reprises: non, quiconque a été impliqué dans cette insurrection, dans ce coup manqué, on subira les conséquences, sera poursuivi par la justice. Alors il y a des questions plus précises qui sont posées. Le ministère de la Justice a-t-il les moyens? Il dit, à quoi le ministre répond: nous avons les moyens, ça ne nous ferait pas de mal si on boostait encore un peu nos équipes, mais nous avons pu enquêter sur tout ce que nous voulions enquêter, et nous continuons. On lui pose la question de savoir quelle est la différence entre ce qu'il a pu voir à ces 8 auditions de la commission parlementaire et ce que le ministère a trouvé. Et là, il répond: il y a des choses que je ne savais pas de notre côté et que j'ai découvert là, mais il y a aussi pas mal de choses que nous avons découvert et dont la commission apparemment n'est pas au courant, ne soupçonne pas. Bon. Deuxième chose, un article à ce moment-là par Carol Leonnig, qui est l'auteur, une personne qui suit Trump depuis pas mal d'années, et qui là explique de manière beaucoup plus détaillée. Elle a de l'information sur tout ce que le ministère de la Justice a pu faire depuis l'insurrection, et dont on ne sait à peu près rien, et dont on a simplement, je dirais, eu un indice très très récemment, quand on a appris, je crois que c'était le jour de la 8e édition de cette commission, que M. Mark Short, qui est le chef de cabinet de Mike Pence, le vice-président,
tout particulièrement visé par Trump, qui ne décourage en tout cas pas une foule qui scande pendant Mike Pence, parce que selon Trump, il aurait pu renverser le résultat des élections. On apprend que ce monsieur Mark Schott a été interrogé très récemment, de même qu'un autre monsieur Greg Jacob. Et ça, c'est la première fois dont on entend dire que des gens directement qui font partie de l'équipe à la Maison-Blanche ont été interrogés par le ministère de la Justice, là, pardon, pour témoigner devant ce qu'on appelle un grand jury, c'est-à-dire un jury à la composition secrète et aux activités secrètes, mais qui décide si oui ou non on poursuivra quelqu'un sur telle ou telle chose. Et enfin, un article du New York Times. Cet article du New York Times, lui, parle de manière très détaillée des faux grands électeurs qui ont été mis en place par l'équipe Trump, sous la houlette en particulier de M. Giuliani, ancien maire de New York, mais aussi avocat personnel de Trump, une série de faux électeurs dont l'équipe Trump allait prétendre qu'ils étaient les véritables pour jeter la zizanie au moment de la déclaration des résultats. Et là, chose particulièrement ennuyeuse pour l'équipe Trump, c'est qu'une des personnes qui s'occupe de créer ces fausses listes sur lesquelles on met essentiellement des militants du parti républicain, parfois des officiels, des sénateurs au niveau de l'État, des gens à différents niveaux, dont on sait qu'ils sont des électeurs sûrs et en tout cas des Trumpistes, on fait la liste de ces gens qui vont signer en disant que leur État a voté pour Trump alors qu'ils ne sont absolument pas habilités pour cela. Et là, le représentant de l'Arizona, dans des messages qui sont reproduits par le New York Times, dit voilà, je vais assembler la liste des faux électeurs, etc. Il continue sa formule. Et il revient un peu plus tard en disant j'aurais peut-être pas dû les appeler les faux électeurs, disons plutôt les électeurs alternatifs. Mais il était trop tard pour les appeler les électeurs alternatifs parce que quelqu'un a pu mettre la main sur le mail ou le SMS où cette personne dit ce sont des faux électeurs, ce que la justice sait, ce que vous et moi savons, et pas des électeurs alternatifs. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que la notion même d'électeurs alternatifs? Voilà, là je vous ai fait un résumé de l'information et je vais revenir avec des détails. Et si jamais j'avais fait une erreur de fait, je ne crois pas que j'en ai fait sur des choses importantes que j'ai dites, mais peut-être sur l'un ou l'autre détail. Je les corrigerai certainement dans la prochaine vidéo. Voilà, donc un amuse-bouche en hors d'œuvre, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, parce qu'il y a énormément d'informations qui sont donc tombées. L'interview du ministre de la Justice et les articles importants dans le New York Times et dans le Washington Post. Je vous reviens sur tout cela. Voilà, à très bientôt.